Donc dans cet exercice, un TPE-PC de 2017, on s'intéresse à une matrice F particulière, donc définie par ces coefficients qu'on donne ici. On vous demande de déterminer le rang de F, puis montrer que F est diagonalisable, et enfin calculer la trace de F puissance P pour tout P dans F. Donc déjà la première chose à faire dans cet exercice, c'est de regarder à quoi ressemble cette matrice. Donc on voit que FI égale 1 pour tout I dans N, donc c'est-à-dire que la diagonale est composée de 1. FI1 égale N, donc ça veut dire que la première colonne est composée de 1. FIN égale 1, la dernière colonne est composée de 1. Et FIJ égale 0 sinon, donc tous les autres coefficients sont nuls. Donc on a une matrice qui ressemble à ça, donc on n'a pas écrit les zéros, mais tous les autres coefficients sont nuls. Donc du coup on vous demande le rang de F. Donc quand on regarde la matrice F, on se rend compte que la première et la dernière colonne sont identiques. Donc comme elles sont identiques, ça me permet d'affirmer que le rang de F est plus petit que n-1. Et en même temps, comme j'ai C1 égale Cn, si je calcule F fois le vecteur colonne 1, 0, 0, 0, moins 1, je vais obtenir C1 moins Cn, donc le vecteur nul. Donc j'obtiens que ce vecteur U1 appartient au noyau de F. Ensuite, donc toujours pour déterminer le rang, on se rend compte que les n-1 premières colonnes vont former une famille libre. Pourquoi? Parce qu'il y a des zéros échelonnés. On voit bien que la matrice qu'on obtient ici est triangulaire inférieure, avec des 1 sur la diagonale. Donc du coup, le rang de F va être supérieur ou égal à n-1. Donc finalement, on obtient que le rang de F est égal à n-1. Donc d'après le théorème du rang, la dimension de Kerf est égale à 1. Et j'ai trouvé un élément de Kerf, U1, qui est non nul. Donc cet élément-là, à lui tout seul, la famille U1 est une famille libre, composée de un élément de Kerf, qui est un espace vectoriel de dimension 1. Donc c'est une base de Kerf. Et du coup, Kerf, c'est vect de U1. Bon, ensuite, on vous demande de montrer que F est diagonalisable. Donc on va chercher ses valeurs propres, vecteurs propres. Donc là, on pourrait essayer de calculer le polynôme caractéristique, mais ce n'est pas la solution que j'ai privilégiée, vu qu'on veut obtenir les vecteurs propres. Enfin, on va essayer d'obtenir les vecteurs propres directement ici, même si ce n'est pas forcément demandé, mais il faudra bien le faire, pour obtenir le côté diagonalisable. Donc ici, on va s'intéresser directement au système fx égale lambda x. Donc on va prendre lambda non nul. Pourquoi? Parce que E0, on l'a déjà déterminé dans la question d'avant, même si ce n'était pas demandé. Donc on a cherché le noyau de f, et donc on a déterminé E0 de f. Donc on a obtenu que la dimension de E0 de f était 1, et on a un vecteur propre associé. Et donc on s'intéresse à fx égale lambda x pour lambda non nul. Donc on écrit ce que ça donne comme système. Donc voilà, on a deux lignes particulières qui sont la première et la dernière, et les lignes du milieu qui s'écrivent toutes de la même manière. Et on va travailler un petit peu sur le système, et quand on regarde la ligne 1 et la ligne n, ça me dit en fait que lambda x1 égale x1 plus xn, qui est aussi égal à lambda xn. Donc j'ai lambda x1 égale lambda xn, et comme lambda est non nul, j'obtiens que x1 égale xn. Donc, on peut raisonner par équivalence en faisant les opérations de Gauss. Ligne n reçoit ligne n moins ligne 1, et ligne n reçoit ligne n sur lambda, parce que lambda est non nul. Donc j'obtiens x1 égale xn. Et maintenant que j'ai x1 égale xn, si je réinjecte dans les autres lignes, j'obtiens que 2x1 égale lambda moins 1 xi, que 2x1 égale lambda x1. Donc du coup, on va regarder un premier cas. On se rend compte que le cas lambda égale 1 est un cas particulier, parce que si on prend lambda égale 1, qu'est-ce qu'on obtient? Donc si lambda égale 1, que devient mon système? Première ligne, 2x1 égale x1, donc x1 égale 0. Deuxième ligne, 2x1 égale 0, donc x1 égale 0. Troisième ligne, x1 égale xn, donc xn égale 0. Donc quand je dis deuxième ligne, c'est l'ensemble de ces lignes-là en fait, mais elles sont toutes identiques. Donc du coup, pour lambda égale 1, mon système fx égale x devient x1 égale xn égale 0. Donc ça veut dire que je vais pouvoir paramétrer mon ensemble des solutions, prenant comme paramètres x2, x3 jusqu'à xn-1. Et on va obtenir du coup que E1 de f, ça va être vec de E2, E3, En-1, où on a pris EI, la base canonique de Mn1 de R. Donc du coup, cette famille-là, E2, En-1, est une famille libre parce que c'est une sous-famille d'une base, donc d'une famille libre. Et elle est génératrice de E1 de f. Donc cette famille-là est une base de E1 de f. Et donc comme on a une base de E1 de f composée de n-2 éléments, on obtient que la dimension de E1 de f est égale à n-2. Donc si on résume, on en est à ce moment-là, on a la dimension de 0 de f égale 1, la dimension de E1 de f égale n-2. Donc il nous reste une valeur propre éventuelle à trouver. Donc on va regarder si on en trouve. Donc maintenant qu'on a étudié le cas lambda différent de 1, on va aussi se placer dans le cas lambda différent de 1. Donc là, on se place lambda différent de 0 et différent de 1.
Et donc on reprend notre système, donc on le reprend ici, et on regarde ce qui devient, donc ça devient ce truc-là. Donc on a juste simplifié par lambda, enfin divisé par lambda moins 1 la deuxième ligne, ce qu'on a le droit de faire parce que lambda moins 1 est non nul. Donc du coup on obtient ça. Et là il y a deux cas qui s'imposent, donc si lambda est différent de 2, la première ligne me donne x1 égale 0, et on voit que sur les autres lignes, on va obtenir xi égale 0 et xn égale 0. Et donc, on a x égale le vecteur nul. Du coup, ce qu'on a démontré, c'est que si lambda est différent de 2, de 1 et de 0, alors le système n'a pas de solution non nulle, il n'a que la solution nulle. Et donc, lambda n'est pas valeur propre. Il me reste à tester la valeur propre possible lambda égale 2, donc je regarde pour lambda égale 2. Ma première ligne devient 0 égale 0, donc on l'enlève. Les lignes 2 à n-1 deviennent xi égale 2x1. La dernière ligne xn égale x1. Et donc on voit que E2 de f, ça va être du vecteur 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Encore une fois, la famille composée du seul vecteur 1, 2, 2, 2, 2, 1 est une famille libre, un seul vecteur non nul, génératrice de 2 de f. Donc c'est une base de E2 de f. Et la dimension de E2 de f est donc égale à 1. Donc quand on regarde finalement les espaces propres qu'on a trouvés, on a trouvé en tout cas 3 valeurs propres. 0, 1 et 2, 3 espaces propres correspondants de dimension 1 pour E2, n-2 pour E1 et 1 pour E0. Donc la somme des dimensions des espaces propres est égale à n. Et ma matrice est une matrice de taille n, donc f est diagonalisable. Et donc il existe une matrice P inversible telle que f égale P diag de 2, 0, 1, 1, 1, 1, P-1. Et on pourrait donner cette matrice P ici parce qu'on a calculé tous les vecteurs propres. Alors ensuite, alors quand même si une remarque, si n égale 2 bien sûr, E1 de f c'est une dimension n-2, donc ici E1 de f va de dimension 0, donc 1 ne serait pas valeur propre dans ce cas-là, et dans ce cas-là on aurait f égale P diag de 2, 0, P-1. Bon, alors ensuite on vous demande la trace de f puissance p, donc bien sûr il faut utiliser ici la propriété de la trace qui est stable par similitude. Donc on va écrire que f puissance p c'est p fois cette matrice diagonale puissance p fois p-1. Donc ça se démontre par récurrence éventuellement, mais c'est tellement classique qu'on ne va pas le faire. Et du coup c'est p fois cette matrice diagonale avec 2 puissance p, 0, et puis des 1 derrière, p-1. Alors on sait que deux matrices semblables ont la même trace, et donc comme f puissance p et cette matrice diagonale sont semblables, elles ont la même trace. Et donc la trace de f puissance p, c'est la trace de celle-ci, et donc on calcule, ça fait 2 puissance p plus n-2.